Le Parti Renouveau démocratique a tenu sa première conférence de presse de l'année, le mercredi 11 février 2026, à son siège de Cocody. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions économiques et sociales, la crise de commercialisation du cacao, qui fragilise l'économie nationale, et les difficultés structurelles du secteur agricole, qui touchent directement les producteurs. Face à ces enjeux, le président du Renouveau démocratique, M. Lamoussa Djinko, a livré une analyse approfondie des causes et des conséquences de la situation actuelle. Il a également proposé des pistes de solutions durables pour préserver la paix sociale et soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Je voulais échanger avec vous parce que le pays a des difficultés sérieuses. Je voudrais m'attarder sur 3 éléments, mais 2 principalement. À la presse, je vous dis vraiment merci de nous suivre depuis des années. Et ce n'est pas seulement que vous êtes des journalistes, vous êtes aussi des frères, vous êtes des amis, vous êtes des enfants. Certains parmi eux ont l'âge de mon fils Germain. C'est pour vous dire que si vous ne communiquez pas les problèmes du pays à la nation entière, personne ne saura qu'on a des problèmes. Et nous tentons, au niveau du Renouveau démocratique, depuis un certain moment, de vous faire des conférences de presse thématiques, de vous expliquer réellement des problèmes de ce pays. Nous avons des ingénieurs parmi nous, nous avons des agronomes, nous avons des économistes, nous avons des financiers, des banquiers. On ne vient pas sur ce plateau pour plaisanter. Depuis le 2002-2003 qu'on s'est rencontrés, ce parti politique a dépensé plus d'1 milliard de francs CFA. Pour vous dire que nous sommes un parti sérieux. Nous ne sommes pas venus pour la plaisanterie. Ce pays ne va pas se développer si vous ne changez pas de modèle économique. On vous dit ça tout le temps et c'est de ça qu'il s'agit. Rapidement, les élections sont passées, mais nous allons vous inviter encore pour une question politique, parce qu'il est très long. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Elle ne l'est pas. Elle est en train de devenir. Mais nous sommes très loin. Au finish, après les élections, nous aurons un gouvernement vertical. Vertical, ça veut dire de l'administration, en passant par la législation, jusqu'au judiciaire, c'est un parti politique. Et ça, c'est dangereux pour un pays. Mais l'invitation ce matin, c'est sur 2 sujets très importants qui vont de la vie de la nation, de l'économie de la nation. L'agriculture et le PND que le gouvernement vous a présenté il n'y a pas longtemps de cela, la semaine dernière après le Conseil des ministres. J'ai écouté le ministre de la Communication, les journalistes aussi, les questions qui ont été posées. On voit un chiffre de 115 000 milliards investis en 5 ans. Mais c'est un danger. Vous n'avez pas vu le danger à l'intérieur. Vous n'avez pas décortiqué le problème avec ça. C'est un danger pour le pays, économiquement. Parce que le chiffre 115 000 milliards, c'est étonnant, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous avez analysé exactement ce qu'on va faire avec ça? D'où provient cet argent? C'est ça le problème. On va démarrer avec la question des paysans. On nous a dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Je vous avais dit auparavant que c'est un faux slogan. Il faut oublier ce slogan. Un pays, l'économie d'un pays ne doit pas se reposer sur l'agriculture. L'économie d'un pays doit se reposer sur tous les secteurs. Et d'ailleurs, l'agriculture ne représente plus un maillon important dans l'économie de certains pays du monde, surtout les pays développés. 0,8% de l'économie américaine est agricole. 1,45% en Europe. Nous avons 18 à 20% chez nous. Mais vous ne faites pas attention, nous sommes dans un monde médiéval. Nous vivons encore avec l'agriculture agraire. C'est dépassé depuis le XVIIIe siècle, depuis la révolution industrielle. Et pourtant, notre économie, en réalité, dépend de cette agriculture où 80% des paysans y sont.
Mon père était agricole, il travaillait dans un secteur agricole, père son âme. 80% de la population est impliquée d'une manière ou d'une autre en agriculture. J'ai 2 villages, Boisflé, Garango, et la sous-préfecture de Brofou-Doumé, Irolamé. De part et d'autre, j'ai des parents paysans qui ont des difficultés énormes. Vous, en tant qu'intellectuel, vous, en tant que journaliste, souvent, vous êtes même peut-être le seul dans la famille qui est allé loin, comme on nous dit dans notre jargon de chez nous. Mais quand vous voyez vos parents paysans souffrir, vous avez souvent des difficultés pour leur venir en aide. C'est pour ça, en tant que journaliste, c'est votre rôle de relever ça. Avant les élections, le gouvernement nous dit qu'ils vont acheter notre cacao à 2800. Ça a eu un impact sur l'élection. Nous avons eu des motions de soutien de ceux qui sont dans l'agriculture. Ah, le chef de l'État va nous acheter notre cacao à 2800. Et puis, d'octobre, avant les élections, tout a chamboulé en moins de 60 jours. Et nous avons ici le tableau récapitulatif du prix d'achat du cacao dans les zones qui suivent. À Beauville, en octobre, on disait 2800. On se retrouve avec 2800 moins 10 sacs. Pas de vente. Comprenez quand je dis moins 10 sacs. Quand vous avez un sac, quand vous en avez 10 kilos. Avant même d'acheter votre produit. Ndouci, 2800 en octobre. Nous sommes à 2000 aujourd'hui. Là-bas encore, c'est 2800 moins 10 kilos par sac. Divo, 2000. Gagnoa, 1800. Danané, 1500. Boisflé, 1800. Lakota, 2500. Dieucoué, pas de vente. Alépé, 1800. Zouenula, 1700. Man, 2500. Binao, pas de vente. Les agriculteurs n'arrivent pas à vendre parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Quand il n'y a pas d'acheteur, effectivement, ils font quoi avec ces cacao, ces fèves de cacao? Le paysan vit une seule fois, pas une seule fois, mais récolte une seule fois par an. Il a des dépenses jusqu'à la récolte. Et puis on se retrouve un matin où, après la récolte, il n'y a pas suffisamment de ressources pour vivre. C'est la pauvreté permanente. Il y a des personnes qui ont déjà vendu même les cacao, ils ont reçu des reçus. Ils n'ont toujours pas été payés. Depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de politique de protection des paysans. On vit ça en permanence, sous tous les gouvernements. Oufouette Boigny, Bédier, Gbagbo et le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara. Il n'y a aucun mécanisme de protection. Et nos paysans sont à la merci de la bourse de Londres, de Paris et de New York, parce que c'est un produit de spéculation. Sous le président Oufouette Boigny, nous avons une croissance à double chiffre dans les années 70. Et entre 78 et 180, la Côte d'Ivoire a commencé à avoir des difficultés dans le domaine du cacao, la mévente. Le président a refusé de vendre son cacao. Mais vous ne vendez pas le cacao, 20-30% de l'économie repose sur ça, le pays est à genoux. Je me rappelle très bien, j'avais vu une cassette, la vidéo existe toujours, où Fouy avait invité Mitterrand et il parlait de la mévente, du fait que ses amis n'achètent pas le cacao comme il faut. Il s'adressait à Mitterrand qui était assis à côté de lui. Ce que le chef de l'État, notre père fondateur, n'a pas compris, le prix du cacao n'est pas fixé par aucun président de la République, d'aucun pays. C'est fixé par la bourse. Ils achètent quelque chose qu'ils ne produisent pas au prix qu'ils veulent. Et c'est ça la spéculation boursière. Au temps d'Oufou, on a dit conjoncture, détérioration des thèmes de l'échange, ajustement structurel qui a suivi. Mais le président Oufou a lutté depuis 1978 jusqu'en 1990, n'a pas eu de solution. C'est ainsi qu'il allait chercher M. Ouattara. Le président Ouattara pour l'aider à résoudre le problème économique. Pendant 12 ans, un pays souffre économiquement parce qu'il a fait un modèle économique qui ne marche pas. Vendre café, cacao, EVA, construire une route, dispensaire, école, c'est tout ce que nous avons fait depuis l'indépendance, du Fouet Boigny jusqu'au président Ouattara. Et on n'apprend toujours pas nos leçons.
on est toujours sur la même ligne. Et l'impact direct même de ce problème en 1977-78, on a introduit le baccalauréat probatoire pour empêcher les enfants d'aller à l'université parce que tout simplement, la bourse, comme on appelle, il fallait leur donner des bourses et le budget alloué à l'éducation était élevé. Donc il faut freiner l'éducation. On assiste à ça à tout moment. Donc la gestion a mal été faite sous M. Houphouët-Boigny et Ouattara est arrivé sur la scène politique. Sous le président Bédié, c'est la même chose. Depuis sa prise de pouvoir en 1993, il y a eu la montée des cours internationaux du café et du cacao. Il y a eu une relance économique un peu tout juste après. Et puis les problèmes ont commencé. La corruption, l'affaiblissement de la confiance des acteurs de la filière, la libéralisation de la filière. Et puis en 1999, le coup d'État est arrivé. Avant ça, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international a poussé à supprimer la caisse de stabilisation, parce qu'on disait que c'était devenu une caisse noire. Je vous avais dit, et je le répète, il y a 3 éléments qui font que nous n'avançons pas. Il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, nous-mêmes et la France. Mais tant que nous ne prenons pas sérieusement des mesures pour attaquer ces problèmes, je vous garantis que 100 ans plus tard, la Côte d'Ivoire sera dans les mêmes problèmes que nous avons. La Banque mondiale n'est pas là pour nous. Elle existe depuis 1945. La Banque mondiale, son objectif, c'est de réduire la pauvreté. Mais réduire la pauvreté, c'est quoi? Quand ils viennent en Afrique, la réduction de la pauvreté, chez eux, chez ces institutions, il faut tracer des routes. Il faut tracer et construire des écoles et des dispensaires. Si vous prenez un prêt à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, elle vous dit ce que vous allez faire avec ce prêt. Et donc, depuis 1960, Houphouët, Bédié, Gbagbo, M. Ouattara, route, dispensaire, école. Quand vous parlez, on a construit 4 ponts. On a fait 6 ponts. Quand vous parlez, il y a un village qui vient d'être électrifié. Souvent, le ministre même va inaugurer l'eau qu'on boit. Et on est dans ça depuis l'indépendance. Moi, je suis économiste, je suis financier de formation. Banquier, assureur, financier en industrie automobile américaine. Je vous dis, je vous répète tous les jours, il n'y a aucun spécialiste au monde, aucun docteur en économie au monde, aucun prix Nobel d'économie au monde qui prendra une loupe, regardez l'économie de la Côte d'Ivoire, il va vous dire, non, ce pays est sur la bonne voie. Honnêtement, que dans peut-être 20 ans, 50 ans, vous allez vous développer. Ça n'existe pas, ça n'existera pas, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas vendre café, cacao et EVA d'un produit qu'on ne contrôle pas le prix et espérer développer un pays avec ça. C'est un rêve, c'est de l'illusion. Ça n'aura pas lieu. Et la presse, je vous en prie, publiez, parlez de ça. Souvent, enlevez même votre casquette de presse en tant que père, frère. Quand vous êtes au village, échangez avec vos parents. Parce que nous, au Renouveau démocratique, notre objectif, c'est de lutter pour éliminer la pauvreté. Nous n'avons autre objectif que ça. Personnellement, moi-même, être au gouvernement, ce n'est même pas mon problème. Ça ne me dit absolument rien si je ne peux pas aider. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir aider. On rêve pour que le président Ouattara réussisse. S'il réussit, il réussira pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous prions pour son gouvernement. Nous prions pour lui. Mais il lui appartient aussi d'écouter des personnes qui ont des différences en matière d'orientation politique économique. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je n'ai jamais participé à la politique en tant que gestionnaire. Je suis seulement un Ivoirien. Et pourtant, j'ai pu mobiliser 3 milliards de dollars pour le gouvernement de Laurent Gbagbo et pour M. Ouattara lui-même, parce que nous lui avons fait cette proposition aussi à l'époque, pour construire des centres hospitaliers. Ça n'a pas réussi. Et pourtant, je ne vivais pas ici, j'étais aux États-Unis. Notre objectif, c'est que le pays réussisse. Parce que nous avons des frères et sœurs partout, dans les villages. Moi seul, je ne peux pas m'occuper de Boisflé. Ce n'est pas possible, ni d'Iro-Lamy à Grofo-Doumé. Vous-même, vous êtes souvent, vous êtes peut-être le seul éduqué de la famille. Tout le monde vient vers vous, grand frère, j'ai des problèmes, etc. Vous êtes débordés. C'est pourquoi il nous faut changer le modèle économique pour que chaque Ivoirien soit capable d'avoir un emploi, soit capable de se soigner, soit capable de s'éduquer. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes dans le même modèle que nous suivons, il y aura très peu de personnes qui vont bénéficier de ça. C'est le modèle que nous avons qui a existé depuis 1960, les privilégiés qu'on a créés, et ce sont ces privilégiés qui nous gouvernent.
Sous le président Gbagbo, le Gbagbo ne recevait pas de prêts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. J'ai été témoin moi-même parce que quand on m'a appelé pour me dire qu'on avait besoin de faire l'AMU, j'ai présidé le financement, le projet de financement où j'ai mobilisé 3 milliards de dollars pour lui. La Côte d'Ivoire était sur la liste des pays à risque à l'époque. La Côte d'Ivoire est toujours sur la liste des pays à risque. Parce que quand on faisait on n'était pas allé vers la Banque mondiale, quand on était allé vers le privé, mais c'était un pays à risque. Tous les pays africains sont des pays à risque. Il n'y a pas de stabilité politique, ce n'est pas garanti, il n'y a aucune démocratie réelle. À tout moment, tout peut exploser. Et les investissements sont complètement mis en cause. C'est pour cela que ces investisseurs se méfient souvent de nos pays. Même quand ils investissent, ils ne gardent pas les profits ici, ça retourne. Parce que tout peut péter à tout moment. La stabilité viendra si et seulement si tous les Ivoiriens participent au processus. Une démocratie claire et nette, une transparence, une alternance. Le modèle économique, quand on fait ça 5 ans, ça ne va pas, on le change. On reste tout le temps là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de taire l'opposition. On nous dit l'opposition est faible. Non, l'opposition n'est pas faible. C'est que le parti au pouvoir, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, passe tout son temps à affaiblir l'opposition. Parce que quand l'opposition est faiblie, il roule librement sur la voie de gestion. Et c'est ça le problème. L'opposition n'est pas faible. Moi, je ne suis pas faible. Nous ne sommes pas faibles. Les propositions que nous faisons au gouvernement depuis 2009, 2008, sont des propositions sérieuses. Mais on tente toujours de minimiser l'opposition. On veut gouverner parce que tout simplement, quand on n'a pas une position en face, c'est terminé. On a eu un gouvernement vertical aujourd'hui. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est bien pour ils ont été élus. Mais le RHDP va gouverner comme le RHDP veut. Les décisions à l'Assemblée nationale seront votées par l'Assemblée nationale. Le budget est voté par les députés. Donc, ils feront tout ce qu'ils veulent jusqu'à les prochains 5 ans. Laurent Gbagbo travaillait sur le budget sécurisé. Il voulait réformer l'agriculture. Il a fait des propositions. Mais ces propositions, vous savez, vous êtes journalistes, on a voulu donner le pouvoir aux paysans. Vous vous rappelez, taper d'eau, etc., beaucoup de personnes qui sont passées. C'était un échec. On fait ça, on dit, bon voilà les paysans, quand vous vendez votre cacao, nous, on prélève la taxe de l'État et puis c'est terminé. Il n'y a eu aucune protection sous lui. Il n'y a eu aucune protection sous le président Gbagbo. Nous sommes sur le président Ouattara. Voilà 15 ans que le président Ouattara est au pouvoir. 15 ans. Nous sommes toujours pauvres. On nous a fait un plan national de développement depuis très longtemps. On nous dit en 2030, on sera 20% de comment on appelle, au-dessus du seuil de pauvreté. Est-ce que vous savez que nous avançons à 0,8% de la réduction de la pauvreté par an? Il va nous falloir 30 ans avec ce modèle pour qu'on soit à 7% de seuil de pauvreté, qui est un niveau acceptable. On avance comme une tortue. Ce n'est pas qu'on n'avance pas, hein. M. Ouattara fait du bon travail. Il construit des routes, il construit des dispensaires, il construit des écoles. Mais nous ne cessons de vous répéter, ce n'est pas suffisant. C'est une goutte d'eau dans la lagune. C'est vrai, c'est visible, mais on vit comme en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai embauché quelqu'un pour travailler chez moi à la maison, pour être servante. Vous savez, quand vous embauchez des servantes, vous ne discutez pas de leur niveau. J'apprends plus tard qu'elle a un bac plus 2. Parce que voilà 3 ans depuis qu'elle a eu son bac, elle n'arrive pas à travailler. Je ne peux pas la renvoyer. Mais ça m'écoeure quand je la vois chaque jour. Je vais dans un magasin de la place pour prendre du yaourt. Je vois une jeune fille qui vient me bousculer. Je dis, ah bon, je vais vous aider. Bon, je dis, ah, comme il a vu quelqu'un de cheveux blancs, je pense que je vais ouvrir la porte. Elle a couru pour venir m'aider. Pour prendre mes yaourts. Je dis, non, ça va, je peux dire, non, c'est mon rayon. Ça fait dire quoi, votre rayon? Elle dit, non, c'est moi qui vends le yaourt. Elle est licenciée en marketing. Elle est payée 17 000 francs par semaine. Elle vient pour un travail à Cocody. Licenciée. On en trouve plein. Ce n'est pas une économie. Nos critiques sont pour que le gouvernement change.
pour que le gouvernement trouve un nouvel modèle. Souvent, on nous dit, moi je me rappelle très bien, M. Dieng, quand vous parlez beaucoup de la France, etc., est-ce que. Mais je dis, écoutez, la Côte d'Ivoire a des difficultés sur tous les plans. Si M. Ouattara, le président Ouattara, informe la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour dire, moi je vais voir le président français, M. le président Macron, pour lui dire, voilà le modèle économique que nous allons suivre, nous ne voulons plus que la France garantisse notre monnaie, nous ne voulons plus, etc., etc. Si Macron lui crée des problèmes, qu'il vienne, nous, on ira tous à l'aéroport pour l'accueillir. Pour le suivre, pour le supporter. Mais on ne peut pas le faire depuis 1960. Cette petite France, qui a l'économie de plus de 54 pays africains, elle qui nous dit ce qu'il faut faire. Elle se sert de nous comme elle veut depuis l'indépendance, jusqu'à nos jours. Cette filière de cacao, ce sont les Libanais, des Français, des Indiens qui achètent le café et le cacao. Vous ne donnez pas de protection à ces paysans. Vous pensez tout simplement que les paysans, ils vont faire café et cacao, ils vendent et puis bon qu'ils se débrouillent. Vous oubliez que l'économie n'est pas libre, comme on le pense. Le capitalisme n'est pas aussi libre que vous le pensez. Le laisser-faire, comme on le dit, n'existe pas, ni aux États-Unis, qui est le pays le plus capitaliste au monde. Les États-Unis investissent près de 1500 à 1000 milliards de dollars chaque année dans l'industrie de l'armement. C'est dans ce domaine que les deux parlements s'entendent très bien, ils votent ça toujours. 1500 milliards. Trump vient d'augmenter ça à 1500 milliards. Est-ce que vous savez qu'ils produisent des armes qu'ils n'utilisent pas? Des chars qu'ils n'utilisent pas? Des mitraillettes qu'ils n'utilisent pas? Quand vous allez dans le désert de l'Arizona, vous allez les voir, les chars sont exposés là. Et chaque année, on investit de l'argent. C'est une façon de l'État d'injecter de l'argent dans l'économie. Parce que quand on injecte 1800 milliards de dollars dans l'industrie, les chars, c'est les aciers, c'est les ingénieurs, c'est toutes sortes de supports dans l'armement, c'est l'informatique. Tous ces gens travaillent. L'État est le centre, le noyau même d'une économie. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Paysans, allez-y, vendent vos café cacao. Si le prix ne va pas, écoutez, sur le marché international, ça ne va pas. Nous, on ne sait pas quoi faire, bon, c'est le prix. Débrouillez-vous. Et c'est ça, nous vivons. Mais quel est notre rôle, nous, en tant qu'intellectuels, entre guillemets, diplômés, universitaires, dans cette lutte-là avec le gouvernement? Et surtout, la presse. Moi, je ne suis pas invité. Il y a certaines presses qui ne m'invitent pas. J'ai commencé à travailler ici avec vous depuis 2009-2010. Pardon, je vais dire depuis 2008-2009. Mais présentement, depuis que nous avons commencé à faire des conférences de presse thématiques sur l'éducation, la santé, l'économie, des sujets certains qui peuvent franchement changer le gouvernement. Il y a des télévisions, chaînes de télévision qui ne nous invitent pas. Vous n'avez jamais vu dans certaines chaînes, je ne vais pas dire le nom, vous n'avez jamais vu dans certaines chaînes de télévision. Parce que tout simplement, ce monsieur dit la vérité. Ce monsieur va nous créer des problèmes. Il ne faut pas amener ce monsieur sur le plateau. Moi, je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis là pour apporter des solutions. Et c'est à ça que nous avons affaire. Mon responsable de communication, M. Koné, est même allé voir le directeur de publication pour dire, voilà, écoutez, votre chaîne, nous ne sommes jamais passés. Nous sommes 5 partis politiques, pas plus ou 6 à avoir un siège. Vous croyez que nous sommes un parti politique plaisantin? On nous dit qu'il faut payer 500 000 francs pour passer à la chaîne. On ne prend jamais l'argent à quelqu'un pour passer sur une chaîne. Mon responsable, là, il va vous dire, on a fait une réunion, on dit, c'est pas grave, on va payer. On revient 3 semaines plus tard, non, on ne veut pas 500 000, on veut 1,5 million. En fait, ils ne veulent pas qu'on passe sur leur chaîne. Les choses arrivent, hein. Il y a eu une crise. Nous sommes sortis de Cap. Ici, nous, on réfléchit, hein. On ne fait rien au hasard. Nous sommes le premier, on est sortis de Cap. On a donné nos raisons. Quelque temps plus tard, vous avez vu qu'on a eu raison de sortir de Cap, ça n'existe presque plus. C'est parce qu'on est sorti de Cap que certaines chaînes de télévision m'ont pris. Pour parler uniquement de Cap. Malheureusement, pour eux, on est tombé dans le secteur économique. On glisse sur le terrain économique, je dis, bon voilà, M. Ouattara n'a aucune capacité. Je dis bien, il n'a aucune capacité de corriger l'inflation, parce qu'il est lui-même l'inflation.
On dit, on va vous inviter récemment, dans peu de temps, on va vous inviter Djenko. Je ne suis jamais revenu. On ne m'a plus jamais appelé. Moi, je ne critique pas Ouattara pour critiquer Ouattara, c'est un aîné. Il fait ce qu'il peut faire. Il sort de la Banque mondiale, il a la formation de la Banque mondiale. Il est dans la Banque mondiale. J'ai un petit frère qui sort de l'ONU. Je ne discute même pas avec lui. Jamais te répète ton oncle. Tout ce que vous dites contre l'ONU, il est fâché. Parce qu'il vient de là-bas. Ceux qui viennent de la Banque mondiale, j'ai des amis avec qui je discute. Ils croient 100% fermement à ce que la Banque mondiale fait. La Banque mondiale a échoué. Vous pouvez écrire ça noir sur blanc. La Banque mondiale a échoué, surtout en Afrique. On nous oriente vers la vente des matières premières, des produits agricoles, depuis 65 ans. Vous allez prendre un prêt à la Banque mondiale pour dire je vais construire une usine d'automobile pour compétir contre les Européens. Ils ne vont pas vous donner ce prêt. Ils ne vont jamais vous donner ce prêt pour compétir, pour mettre en cause leur propre industrie. Et c'est dans ça que nous sommes. Donc le constat, l'État doit intervenir. C'est son rôle. Les paysans ne peuvent pas être laissés comme ça dans le vide et puis espérer que demain, il y aura un miracle. Ils ont abandonné la culture vivrière, se sont lancés dans la culture de rente, espérant avoir de la liquidité, du cash. Et c'est toujours un rêve depuis 65 ans. Ils sont toujours dans la misère, dans la difficulté. Ils n'arrivent pas à scolariser les enfants, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Nous, on a voyagé un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons dans presque toutes les régions. La misère, la pauvreté, les difficultés. Et j'ai fait venir un ami des États-Unis, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il dit, mais le pays est beau, tout va bien, parce qu'on est arrivé à Abidjan, on allait à la Chine, il est retourné, c'est terminé, il n'a pas vu dans l'année. Il n'a pas vu Guy Bérois. Il n'a pas pu aller là-bas avec lui, il n'avait pas assez de temps. Il dit, mais Abidjan, c'est beau. Toutes les capitales africaines sont belles. Et c'est cette politique-là que nos leaders ont. La capitale, allez-y à Nairobi. Allez-y dans n'importe quelle capitale africaine. La capitale est belle, à 10 km de la capitale, c'est terminé. Cette dépendance des produits agricoles, si le président Ouattara ne change pas ça, je vous garantis qu'il va partir dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas quand, mais vous allez toujours avoir des difficultés économiques. Vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Le modèle économique, il n'est pas bon. Je vais le dire 1000 fois, il n'est pas bon. Un pays ne peut pas dépendre de l'agriculture. Ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part au monde aujourd'hui. Vous avez 2% des Américains qui sont dans l'agriculture. 2%. Mais ces 2% nourrissent 340 millions d'habitants. Nous avons 70 à 80% de nos paysans, de notre population qui est d'une manière ou d'une autre associée à l'agriculture. On n'arrive pas à nourrir nos populations. Quel contraste! Les agriculteurs américains sont subventionnés. Souvent, on les paye pour ne pas produire. Vous savez pourquoi? J'ai fait des études dans le Midwest aux États-Unis. C'est une région qu'on appelle le Corn Belt, c'est-à-dire c'est la ceinture de maïs. Ils ne produisent que du maïs. Un agriculteur peut avoir 10, 20, 30, 40, 100 hectares. Il passe ça de génération en génération. Le paysan, il n'est pas malheureux. Il a accès à la banque. Sa maison est construite pour 30 ans. Il peut même refinancer son projet et sa maison pour encore 30 ou 20 années encore. Il a des 4x4. Il est mécanisé. Il envoie ses enfants à l'université, il paie les études de ses enfants, lui-même il prend les vacances chaque année. Parce qu'il est protégé par l'État américain. Et il est subventionné, pourquoi? Parce que les Américains se disent ceci. Si on ne les aide pas, et qu'ils quittent cette filière de production de maïs, alors les États-Unis vont dépendre du maïs d'un autre pays, et c'est une question de sécurité. C'est la même chose avec le café cacao, les VA, la banane, etc. que nous produisons. Si vous ne protégez pas les paysans, supposons qu'ils abandonnent la filière cacao. Nous, on ne produit plus de cacao parce qu'on n'est pas protégé, etc. La Côte d'Ivoire sera à genoux.
La Côte d'Ivoire sera à genoux si 18-19% de son économie est fermée. C'est pourquoi il faut aider les paysans. Surtout que notre économie en dépend et le modèle économique que nous avons ne nous permet même pas de sortir dans 25 ans de ce modèle. Alors il faut aider les paysans. La solution que nous avons à court terme, le gouvernement doit stabiliser les prix. Le gouvernement doit intervenir pour pénaliser ceux qui utilisent les paysans. À long terme, il nous faut revenir à une caisse de stabilisation mieux structurée. Parce que la caisse de stabilisation, ça veut dire quoi? Elle est là, elle propose un prix acceptable aux paysans. Il y a une différence. Cette différence doit pouvoir être le coussin des paysans. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés, que les prix chutent, ils peuvent toujours avoir leur prix garanti. Pourquoi est-ce que la Banque mondiale a supprimé? Parce qu'on dit que c'est la caisse noire. On nous dit qu'il y a une forme de protection aujourd'hui. Il n'y a pas de forme de protection en réalité qui fonctionne comme ce que nous avons auparavant. Il faut revenir sur ça. Au Cameroun, ils ont les meilleures qualités de cacao. Mais nous sommes le premier pays producteur de cacao. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à donner des fourneaux gratuits aux paysans pour qu'ils puissent avoir la meilleure qualité? En principe, nous devons être, en tant que premier producteur de cacao, le meilleur cacao, la meilleure qualité au monde, mais ce n'est pas le cas. Je vous ai toujours dit aussi la question du système bancaire qui ne fonctionne pas. Le gouvernement continue toujours de fermer les yeux là-dessus. Il n'y a pas de banque. Vos banques ne fonctionnent pas. Ça n'existe pas. Elles sont mortes. Le paysan n'a pas accès au crédit. Le paysan ne peut pas construire sa villa. Le paysan ne peut pas acheter une machine. Parce que tout simplement, les banques ne vont pas leur faire les prêts et l'État n'intervient pas non plus à ce niveau. Donc, il nous faut forcément créer un système bancaire qui fonctionne. Un système bancaire, c'est simple. C'est une question de dire à la France, nous ne voulons plus être garantis par vous, nous ne voulons plus que vous imprimez notre monnaie. Nous sommes 42% de PIB de la zone ouest africaine, c'est-à-dire le mois, et nous allons envoyer une banque centrale ici qui fonctionne. Ce qui va permettre à la banque d'imprimer souvent de l'argent pour faire prêt à la banque. Ce qui va vous permettre aussi une économie qui est forte et orientée vers l'industrie. Il y aura ce que nous appelons une capacité de créer l'emploi. Donc, vous allez voir que les gens vont pouvoir économiser. Quand on économise, et que les entreprises aussi économisent, la banque a suffisamment de fonds avec les prêts de la Banque centrale pour faire des crédits. Ça n'existe pas. Ne soyez pas étonnés, vous allez voir une banque aujourd'hui, un petit projet même de 5-10 millions, on ne veut pas vous donner. Et cela va permettre, avec un système bancaire fonctionnel, d'avoir des prêts à long terme de 30 ans, etc., etc. Surtout permettre aux paysans d'être beaucoup plus agricoles. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. Quand je grandissais, j'ai grandi dans une plantation de palmiers à huile où il y avait 2700 hectares qui avaient été abattus par mes parents. Mon père était chef d'équipe. Ils abattaient l'arbre à la hache dans les années 40-50. Mais les Malaisiens venaient prendre les boutures de palmiers à huile chez nous. Il y avait une usine chez nous. L'usine de Grand Réouin, qui était la première usine en Afrique occidentale, était la toute première qui fonctionnait, la deuxième était à Iroulamé. Mais les Asiatiques sont venus prendre des boutures. Aujourd'hui, ils produisent mieux le palmier à l'hectare, parce qu'ils ont mécanisé, ils ont compris autre chose. L'usine de mon village est fermée. Et puis on est confortable avec si on avance comme société. On a un PIB de 18%, il faut que le pays ramène ça à 5% d'ici les prochains 20 ans. Mais quand je vois le programme du gouvernement de M. Ouattara, il n'y a aucune explication, rien ne me dit que vraiment d'ici 20-30 ans nous serons à ce niveau. Ça n'existe pas. Il faudrait aussi qu'on soit à mesure de mettre une industrie de chocolat. Bon, on envoie les fèves de café cacao en Europe. On a un pays, 54 pays africains, les enfants, il y a des enfants dans certains pays qui n'ont jamais vu le chocolat. Mais commençons à commercialiser le chocolat. En principe, nous devons même produire le meilleur chocolat au monde. Ou bien, investissons dans les compagnies qui font du chocolat en Europe. Parce que nous ne sommes pas présents dans la spéculation du café cacao. Au moins, si depuis 60 on avait essayé d'être dans les industries qui produisent du chocolat en Europe, on pouvait avoir une influence sur la spéculation de ce produit. Mais on n'est ni là-bas, on n'est ni dans la production, on n'est ni dans les spéculations, on est seulement à la merci de ces trois
entités, je dis New York, Paris et puis Londres, sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On va même fabriquer le chocolat pour venir nous vendre ici. Et donc, c'est pour dire que l'État ivoirien doit se tourner vers les paysans pour leur trouver des solutions. En principe, il doit pouvoir même payer même ce cacao-là 2800 francs, comme ils avaient promis. Vous promettez ça pendant les élections, vous êtes élu, mais un point 2 mois après, ça vient 1700 000. Il paraît même que présentement, même, on achète même dans certains coins 1500, 1300. Parce que ce sont les Libanais qui sont dans ce secteur, les Français, enfin ceux qui sont acheteurs de cacao, ils abusent justement du fait de la situation du marché. Et donc, ils abusent les gens. Et nous, au niveau démocratique, nous allons nous battre pour les paysans. Parce que nous avons tous des parents paysans. Vous qui êtes assis ici, vous avez des parents paysans. Moi, je suis issu d'une famille paysanne. Et c'est notre rôle en tant qu'intellectuel ou journaliste de pouvoir porter ce message-là pour que le gouvernement puisse comprendre que nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous voulons que le gouvernement réussisse. Mais le gouvernement ne peut pas prendre des décisions constamment qui sont en dehors même de la sécurité économique et alimentaire du pays. Nous allons nous faire entendre. À cela, je viens au deuxième plan. Et je voudrais que vous preniez une note sur le deuxième plan. Le plan national de développement de 2026 à 2030. Il y a eu des conseils des ministres. Le ministre est venu nous informer sur l'existence d'un projet quinquennal de 115 000 milliards. Mais vous avez vu les chiffres. J'ai vu des journalistes qui ont posé des questions au ministre, il n'y a eu aucune question pertinente. Est-ce que vous savez que c'est un danger? Vous avez vu dans les 1500 milliards ce que c'est? C'est ce que nous allons décortiquer ce matin pour que vous compreniez. Je vous en prie, publiez ça. Les 1500 milliards, la Côte d'Ivoire s'enfonce. On trouve l'argent là où? Les 1500 milliards viennent d'où? Est-ce que vous savez que dans les 1500 milliards, il y a 38 000 milliards de dettes qui sont là-dedans? Nous avons déjà une dette de 34 000 milliards, 38 000 milliards. À la fin des prochains 5 ans, le PIB de la Côte d'Ivoire nous serons endettés, c'est-à-dire la dette, le ratio de la dette au PIB sera de 70 à 116%. Actuellement, il nous faut 1 million par personne pour rembourser la dette de la Côte d'Ivoire. On sera à 2 millions par personne en 1500, avec un SMIC de 115 000 francs. Mais c'est la désolation, c'est un problème. Ça suscite des interrogations au niveau démocratique. Faisons l'analyse ensemble. On nous dit qu'il y a des investissements privés, des partenaires financiers, des investissements publics. Et on base tout ça sur une croissance de 7,2%. Donc on a un investissement de 211 milliards de dollars, soit 42 milliards de dollars chaque année. Si on garde le cours de 545 dollars. On va prendre 23 000 milliards chaque année. 70% c'est le privé, 30% de l'État. Analysons ces pourcentages dans les deux cas. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, 30%, 70% l'extérieur, les investissements. Le gouvernement va s'endetter à hauteur de 34 000 milliards en 5 ans. Vous savez ce que ça veut dire, 34 000 milliards de dettes? Je l'avais dit la dernière fois à Live TV que le président Ouattara n'a pas la capacité de corriger l'inflation. C'est ça. C'est ça, la dette. Déficit budgétaire chaque année, vous allez prendre des dettes. Vous avez besoin, dans un gouvernement fiscal, de poser des impôts partout où vous passez. Et quand on impose des impôts, effectivement, ça se reflète sur la vie de tous les jours. Les consommateurs en souffrent. Les logements sont élevés. On ne peut pas acheter de la viande. Le transport est élevé. Tout est cher. Pourquoi? Parce que le gouvernement lui-même crée la cherté de la vie. Le gouvernement est à la base de la cherté de la vie. Parce que le gouvernement a un seul modèle économique, c'est-à-dire de rendre la vie chère aux Ivoiriens. En quoi faisant? En imposant des impôts, par-ci, par-là, à droite, à gauche. J'ai un frère tout à l'heure qui était venu avant-hier au bureau ici, il a la retraite. Ta maison, il payait 112 000 francs CFA. Le Trésor vient de rencontrer récemment, il va payer prochainement 108 000 francs. Une augmentation de combien de pourcentage? Faites vos calculs. J'aurais compris si vous êtes 112 000 francs, vous payez 115 000.
Non, 108 000. Quelqu'un qui a la retraite. C'est constant. On ne vit que de la fiscalité. On n'a aucune politique monétaire. La fiscalité, rien que la fiscalité. Ce sera la pauvreté, rien que la pauvreté. Et ils n'ont pas souvent eu de bon, voilà, on vient de subventionner tant. Non, c'est des subventions qui ne marchent pas. Excusez-moi. Notre modèle économique n'existe nulle part dans les pays développés. Nulle part. Il n'y a aucun pays développé qui attend vendre ses pommes, ses raisins et je sais quoi. Qu'est-ce qu'on produit en Europe encore? Pommes, raisins et puis quoi encore? Pommes de terre, j'ai dit pommes de terre. Pommes de terre, pommes, raisins pour vivre. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et c'est ce que nous faisons. C'est bien construire des routes, etc. Mais ce n'est pas ça, l'économie normale d'un pays. Donc la cherté de la vie, c'est à cause de la fiscalité. Il n'y a rien d'autre. Et le gouvernement Ouattara ne peut rien faire pour réduire ça. Vous allez vous plaindre, vous allez écrire, vous allez tout dire. Et souvent, je vois des intervenants dans les chaînes de télévision, je me demande, est-ce que vraiment ils sont pro-gouvernementaux ou bien c'est comment? Parce que quand vous dites, dans certaines chaînes où ça va, ben bon, écoutez, ce sont nos lois, c'est comme ça l'économie, au moins il a conçu des routes, au moins il a fait. Non, il n'y a pas de moins. Vous voyez ce verre? Les plateaux de télévision, certains commentateurs, etc., ou bien le gouvernement, voient un verre à 10% plein, avec un dixième plein. Nous, au niveau démocratique, on voit le verre à 9 dixièmes vide. Et on se concentre sur ce 9 dixièmes. Et ils se concentrent sur les 1 dixième. Vous voyez un peu la différence? On n'est pas un petit parti politique, je vous dis ça tous les jours. On est venu pour que ce pays change. Si ce pays refuse de changer, ils vont toujours nous entendre. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais ils vont toujours nous entendre si nous pouvons marcher. Le verre, il est vide à 9 dixièmes. Il n'y a pas suffisamment d'écoles. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas de centre de santé. Je suis spécialiste, je travaille dedans. Je vais aller à l'école primaire, nous étions 25 ans dans une salle de classe. Ils sont 80 aujourd'hui. Je vous avais dit la dernière fois, il y a 4% seulement de nos enfants qui vont à l'université. Et même quand ils vont à l'université, ils n'arrivent pas à travailler. Aux États-Unis, c'est 97%. En Taïwan, c'est 100% des enfants qui rentrent au CP1 qui vont à l'université. Ici, c'est 4 sur 100. Et vous espérez, avec 50% d'analphabétisme, vous espérez développer la Côte d'Ivoire vraiment? Nous serons en 2030 à 20 ans de gestion du président Ouattara. 20 ans de prison dans la gestion. Mais la pauvreté n'a pas réellement diminué. Nous sommes allés de combien? Nous sommes maintenant à 37%. 0,8 par an. Mais on a du chemin. On estime le taux de pauvreté à 57%. Je ne sais pas. C'était il y a 15 ans de cela. Donc on avance à un rythme vraiment très impressionnant. L'assiette de l'État, c'est pas large. L'assiette de l'État n'est pas large. Il n'y a pas d'usine pour payer des impôts. Il n'y a pas de grandes entreprises ici pour payer des impôts. Et donc, comme l'État n'a pas suffisamment d'argent pour payer l'impôt, le café cacao, l'argent qui rentre n'est pas suffisant. Et on a des projets de société. Qu'est-ce qu'on fait? On frappe à la porte de la Banque mondiale. Ils sont installés ici, la Banque mondiale, dans tous les pays africains. On a besoin de tel montant, on a besoin de tel montant. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce montant? On va tracer quelques routes, écoles, dispensaires. Depuis l'indépendance. Ça n'a pas changé. Ça, c'est un remède d'échec économique, pur et simple. Il n'y a pas de solution. Et comme ce n'est pas large, on est obligé chaque fois d'imposer. Je suis venu avec 4 véhicules de commandement des États-Unis. J'ai payé 58% de la valeur de ces voitures pour les faire sortir. C'est-à-dire, si j'achète une voiture à 50 millions, je dois donner 25 millions à l'État pour faire sortir cette voiture. Ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. Aux États-Unis, nous sommes payés 50-100 fois plus que les travailleurs d'ici. On paye 6%.
Vous me dites que moi j'ai 1,5 million, je dois payer une voiture de 150 millions. Vous êtes sûr que c'est des travailleurs qui achètent ces voitures de 150 millions? Je travaille dans l'industrie automobile en tant que directeur financier chez Chrysler, Ford et Toyota. Les voitures qui rentrent ici, ce sont des voitures qui sont une fois et demie, peut-être 2 fois plus chères que nous les avons aux États-Unis. Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai expressement été à Range Rover pour aller demander le prix d'une voiture. On me dit c'est 150 millions, 200 millions. Et je suis étonné, la voiture fait 50 millions, 110 millions aux États-Unis. En fait, ils ont voulu me vendre cette voiture. Monsieur Djenko, voilà, c'est qualité, bon voilà, c'est Range Rover, etc. Est-ce que ça coûte combien? On me dit 200 millions, 150, 200 millions. Ah bon? J'ai appelé la dame qui se sert qui est commerciale. J'ai tapé le prix réel de la voiture aux États-Unis, je lui ai montré. Elle a ouvert la bouche. En fait, qu'est-ce qui se passe? La voiture vient, l'État prend 50-58% de toutes les années. Ça rentre. Donc, si vous achetez une voiture à 50 millions, elle coûte déjà 75 millions pour la faire sortir. Celui qui vend la voiture, le concessionnaire, et comme il vend une voiture en passant, ce n'est pas tout le temps, il fait 100% de bénéfices dans ça. Donc, de 115 millions, la voiture à 150 millions. C'est comme ça que vos voitures vous coûtent cher. Que ce soit une grosse voiture, une petite voiture. Dans un pays aussi pauvre que ça. Et donc, finalement, ce sont ceux qui ont la capacité de les acheter. Souvent, même, on ne sait pas comment ils s'arrangent. Ils achètent une voiture de 150, 200 millions et ils ont un salaire de 3 millions. Donc, moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je n'accuse personne. Je n'ai pas encore nommé le nom de quelqu'un. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est. Et je dis ça parce qu'en connaissance de quoi je travaille dans l'industrie automobile aux États-Unis. Et c'est comme ça dans presque tout ce qui rentre. L'électricité, l'énergie, la climatisation. Vous, à peine vous mettez la climatisation chez vous à domicile, tous les soirs, vous payez 400, 500 000 francs par chaque fois que la facture vient. Mais il fait chaud. Même quand on met le ventilateur, ça chauffe encore l'air. Excusez-moi. Hein? Normalement, nos mamans, nos paysans, nos parents, vous-même, chacun devait avoir une climatisation, même si c'est une entrée couchée dans sa maison. Parce qu'il fait chaud. Ce n'est pas un luxe. C'est comme si je disais en France, il n'y a pas de chauffage. Vous allez tuer les Français en hiver. Il fait chaud. La qualité de vie, ça trouve où? Pourquoi l'énergie coûte si cher? Nous produisons du pétrole ici. Pourquoi? Et nous avons une croissance de 2,5% par an en matière de population. Ça veut dire que d'ici 2030, moi je suis en train de viser le projet quinquennal, le projet 5 ans du président Ouattara. D'ici 2030, nous serons 36 millions. Et nous avons fait les calculs avec la croissance de 7%. Nous avons une économie de entre 87, 91, 92 à 99 milliards de dollars. C'est-à-dire, en 2030, on aura une économie de 138 milliards de dollars. Mais quand on fait le PIB par habitant, nous sommes actuellement à 150 000 francs par personne, par habitant. 150 000 francs. Je ne parle pas de SMIC. Hein. C'est toute la richesse que la Côte d'Ivoire produit, qu'on veut distribuer à chaque Ivoirien, chacun de vous va recevoir que 150 000 francs par mois. Vous ne pouvez même pas vivre avec ça. Et le plan de 115 000 milliards dont on parle, vous n'aurez que, au lieu de 150 000, ce sera 170 000, 180 000. Regardez, 20 000, 30 000 francs de différence seulement. C'est-à-dire que vous serez toujours pauvre. Pas vous personnellement. Hein. Je parle de l'ensemble de la population. Donc, quand on observe le côté étatique, c'est un problème parce que le gouvernement va s'endetter, le gouvernement est obligé de s'endetter et nous allons être encore dans une situation d'endettement d'ici 2030. Le deuxième investissement, c'est l'investissement privé. J'ai écouté le discours, ils disent qu'ils ont fait des concessions d'or, des concessions de pétrole. Moi, je voudrais que vous preniez note sur cette partie-là. Des concessions à des investisseurs qui vont venir, etc., etc., etc. Vous savez que notre code d'investissement permet d'exporter nos profits.
C'est-à-dire que si je viens investir en Côte d'Ivoire, que j'ai des profits, je suis libre de les faire sortir. Et comme je vous ai dit, moi, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à moindre risque. Les risques sont en presque dans tous les pays africains. En tant qu'investisseur, quand je viens ici, je ne fais que laisser les fonds de roulement dans les banques. Quand je fais des profits, je fais sortir ça de la Côte d'Ivoire, ça ne reste pas là. Donc vous avez vos banques qui n'ont pas suffisamment d'argent. Parce que moi, entrepreneur venant de France, l'Allemagne, des États-Unis, je trouve que ce pays, à n'importe quel moment, ça peut péter, je ne laisse pas mon argent ici. L'épargne. On est tellement pauvre qu'on n'arrive pas à épargner. Et comme on n'arrive pas à épargner, les banques n'ont pas non plus suffisamment. Les banques commerciales sont là pour faire du profit. Comment ça marche? C'est votre argent que vous avez déposé, c'est ça qu'ils prennent pour travailler avec. C'est-à-dire, si je vous paye 5%, je cherche à faire prêt à quelqu'un à 15% ou bien 20%, c'est la différence, c'est de ça que je vis. C'est comme ça que vivent les banques commerciales. Et maintenant, comme ils n'ont pas d'économie monétaire en place, il y a l'incapacité de l'État de pomper vraiment l'argent dans l'État. Normalement, qu'est-ce que ça fait? Si je veux créer une économie de 50 milliards, je ne m'occupe pas de l'inflation. Je peux imprimer 150 milliards injectés dans l'économie parce que j'ai une économie ici. C'est quand on imprime plus qu'on veut créer qu'on a une hyperinflation. Ça se contrôle. C'est comme ça que les Blancs font. Il n'y a pas de génie dans ça pour ceux qui ont étudié l'économie. On nous couvre de trucs qui font qu'on ne voit rien. Et les réserves d'or. Et j'ai vu qu'on donne même l'or, les projets d'or. Mais pourquoi? Pourquoi vous donnez de l'or à des étrangers? Des mines d'or? Pourquoi vous donnez des projets d'essence à des étrangers? Ça va sortir. On fait des projets, des contrats, c'est 80-85% pour eux, et nous on a 15%, 20%. Mais à ce rythme, l'Afrique va vendre toute sa richesse. On a assis sur 250 trillions de dollars en Afrique, de mines d'or, de pétrole, de diamants, etc. Si on continue de donner 85% à l'étranger, imaginez-vous un instant, dans 20 ans, 40, 50 ans, il n'y aura plus rien ici pour nos enfants. Mais les mines d'or, l'État doit être dans les mines d'or. La France a 2436 tonnes d'or dans sa banque de France. La France n'a pas de mine d'or. Ça provient de la période coloniale et puis des investissements commerciaux qui font que j'achète. 2400, ça fait $50 par gramme. Faites vos calculs. $50 par gramme. Ils ont 2436 tonnes. Parce que tout simplement, nous continuons d'octroyer des contrats d'or. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Le conseil que nous donnons au gouvernement de M. Ouattara, arrêtez de donner des contrats d'or, de manganèse, de diamants, parce que effectivement, finalement, ce sera des propriétés de ces gens qui sont à l'extérieur selon les contrats dans 20, 30 ans, c'est ce qu'il y a. Et ça, c'est ça qui nous rend encore plus pauvres. Vous voyez ce que les Arabes ont fait? Je prendrai l'exemple de l'Arabie Saoudite. En 1973, il y a eu une crise de pétrole aux États-Unis. Les prix de pétrole ont monté 4 fois sur le marché international. Ce qui a permis à l'Arabie Saoudite d'avoir beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait le Shah d'Iran qui était là en ce moment. Les Américains ont investi beaucoup dans l'armement du Shah d'Iran pour contrôler le détroit de Hormuz. Les Arabes, l'Arabie Saoudite dit, bon voilà, écoutez, nous, on ne veut pas un Iran puissant. Les Américains disent, ne vous inquiétez pas, on va vous protéger, on va faire un contrat de défense commune. Donc en 1974, mais en compensation, le pétrodollar, le dollar ne sera vendu qu'en dollars. Et depuis 1974, 75, ça fait près de combien? 80, 40 ans, 50 ans, 80 ans. Le pétrole est vendu en dollars. Donc il y a une demande forte du dollar dans le monde. Donc les États-Unis, et entre-temps, on demande à l'Arabie Saoudite d'investir dans le banc du trésor américain. Ils sont aussi tranquillement là, on a besoin de, on imprime, on a besoin comment on appelle, de billets de dollars, on imprime. Le noyau d'une économie, c'est la banque centrale. Et elle n'appartient qu'au pays lui-même. Nous sommes dans un modèle qui n'existe nulle part. Il y a eu 4 colonisateurs, les Français, l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre. Le modèle que nous avons ici, c'est le seul pays, le seul modèle dans le monde, c'est-à-dire c'est la France. Le modèle que nous avons n'existe nulle part. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous êtes toujours là-dedans. Moi, je me rappelle, certains sont venus, mais tu parles de la France ne va pas te laisser. Mais
La France ne va pas me laisser. Moi, je dois lutter pour vivre. Les autres nations luttent. France, ça ne nous arrange pas. Voilà ce qu'on peut faire. Depuis 1960, on aurait dû lutter pour pouvoir essayer de cette histoire de dépôt d'argent dans la Banque de France. On aurait dû mettre fin à ça depuis 1965. Moi, je ne suis pas là pour qu'un projet arrange la France. Je suis là pour qu'un projet arrange la France et la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ce que nous avons eu. Et donc, l'État doit pouvoir essayer de s'accaparer les mines d'or. Pas s'accaparer, on n'a pas de nationaliser. Mettez frein à l'octroi des mines d'or, des mines de diamants, des mines de quoi que ce soit, bauxite, manganèse, dès maintenant, et essayez en tant qu'État de pouvoir vous approprier ça. C'est-à-dire, on pense que l'État doit jouer les mains vides, c'est ce que les Blancs nous disent. C'est-à-dire que l'Occident nous dit non, c'est la main libre, ce n'est pas de main libre. Airbus, vous savez comment Airbus a été fait? Quand Airbus avait commencé, la France, l'Espagne et l'Allemagne avaient voulu mettre Airbus en France, les États-Unis ont menacé l'Europe. Menacé l'Europe. De mettre des impôts sur quoi que ce soit qui rentre en Europe. Vous savez que les Européens ne les ont pas écoutés. Il y avait Boeing, McDonnell qui était dominé par l'Amérique de l'aviation. Airbus appartient à ces États-là. Le main libre de l'État n'existe nulle part dans le monde. Aujourd'hui, Airbus est vendu partout dans le monde. C'est la deuxième meilleure compagnie, même peut-être la première au monde. S'ils avaient écouté et eu peur de la menace américaine, elle n'allait pas exister. Ce n'est pas parce que la France nous menace qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour défendre nos intérêts? C'est ce qui compte. Et c'est le rôle du gouvernement. On vous a élu pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Un point trait. Alors, l'Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit, quand elle a commencé à avoir de l'argent, elle a commencé à racheter les actions dans tout ce qui est comme pétrole. Jusqu'en 1980, ils ont terminé ce processus. Actuellement, en Arabie Saoudite, leur pétrole leur appartient. Koweït, Qatar, UAE, leur pétrole leur appartient. C'est un pays qui vit avec une seule matière première et ils ont un niveau de pauvreté zéro, nul, presque nul. Allez-y à Dubaï. Ils veulent climatiser 1600 km de route. C'est-à-dire vous marchez dans la rue, la climatisation, l'air frais vous frappe. Mais c'est des trucs réalisables. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils ne dépendent pas du pétrole, ils savent que le pétrole va finir, mais ils sont en train de diversifier. Les Européens vont là-bas en vacances. Si vous allez à Dubaï, je vais vous faire une chambre de 200 000, dans les janvier, février, mars, ça vous coûte 400 000. Ils font du sport. On nous présente des forts en direct depuis l'Arabie Saoudite. On vend café, cacao, on construit une route et puis on est là, pouf, c'est fini. Et les gens comme nous, qui avons quand même une expérience professionnelle en économie, en finance, on essaie de faire des propositions, on ne veut même pas nous faire passer dans les chaînes de télévision parce qu'on dit trop la vérité. On sera pauvre. Et on sera pauvre pendant très longtemps. Si on ne change pas nos manières, si on ne change pas nos modèles économiques, si on continue de croire qu'on va vendre café, cacao et construire la Côte d'Ivoire, c'est un rêve. En fait, il y aura encore 4-5 ponts avant 2030. Ils vont construire encore quelques villages. Il y aurait un ministre qui allait ouvrir un robinet pour boire l'eau dans un village. Mais ça s'arrête là. Le niveau de pauvreté est toujours là. On n'arrive pas à se soigner. On a toujours 4% de nos enfants qui rentrent à l'université. Ceux qui rentrent, les 4% n'arrivent pas à travailler. La cherté de la vie existe parce que l'État est créateur de cherté de la vie. Et donc c'est dans ça, l'État ne peut pas corriger ça. Et c'est dans ça nous sommes depuis 1960. Et c'est cela que je voulais vous dire. C'est-à-dire, ce rapport de PNB vous informait que les 1500 milliards et l'État et les Occidentaux qui vont venir investir, on a un problème systématique. Il faudrait que l'État commence à créer une richesse interne pour que des Ivoiriens comme vous soyez ceux-là à qui on donne des contrats pour faire l'or. En principe, moi, en ce qui me concerne, si Dieu nous fait ce pouvoir, donne le pouvoir, l'or, le pétrole, tout ça appartiendra au peuple ivoirien. C'est-à-dire l'État va l'exploiter, comme le fait en Arabie Saoudite, de la seule matière que l'Arabie Saoudite, le Koweït a, c'est-à-dire le pétrole, pour pouvoir essayer de dominer, leur économie. Là-bas, ils ont construit la maison pour presque tous les pauvres. Hein. Et les maisons, ce n'est pas des appartements. Ils ont construit des villas, duplex, pour tous les pauvres à l'Émirat arabe uni. Je voyageais beaucoup dans ces pays-là.
Encore les Arabes, c'est vrai, c'est une question de démocratie, ils n'en ont pas, mais ils ont éliminé la pauvreté. Si un Africain était là-bas, je ne suis pas sûr que la pauvreté allait disparaître. Et donc, sur ce, je vais finir. Et ma conclusion, c'est de vous dire que, à ce rythme-là, avec ce modèle, la Côte d'Ivoire ne va jamais se développer. Et je pèse mes mots, la Côte d'Ivoire ne va jamais se développer. Je vous remercie.